La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. Les Nations Unies consultent l'opposition politique burkinabé sur la question sécuritaire et les élections de 2020. Le représentant pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel de l'institution Mohamed Ibn Chambas a été sur le CFAP ce 20 février pour la circonstance. Le gouvernement a jusqu'au 13 mars prochain pour rendre effectif le protocole d'accord signé avec le Syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, SINCHA. Passé ce délai, le gouvernement sera tenu pour responsable de la détérioration du climat social, prévient le syndicat dans une déclaration. 3 ans ferme et une amende de 500 000 francs CFA. C'est le verdict prononcé à l'encontre d'un des agresseurs des enseignants de l'école de Faranka A de Bobo Dioulasso. C'était le menu de cette session d'information sur Radio Liberté. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Et vous faites bien de choisir Radio Liberté pour vous informer. Alors, avec cette information, en bref, le jugement des 2 personnes accusées d'avoir agressé des enseignants de l'école primaire publique de Faranka A de Bobo Dioulasso a eu lieu ce mardi 19 février 2019. À l'issue du procès, c'est finalement le père de l'enfant blessé qui a été reconnu coupable des faits d'agression. Il écope ainsi une peine de 3 ans ferme et d'une amende de 500 000 francs CFA. Rappelons que l'agression de 2 enseignants de l'école de Faranka A avait eu lieu le mardi 22 janvier 2019 et avait engendré une vague de mouvements d'humeur des enseignants de la ville de Bobo Dioulasso pour réclamer justice pour leurs camarades. Les militants du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale SINCHA dans la région de l'Est observent depuis ce matin du 20 février un mot d'ordre de grève de 24 heures. Ils entendent ainsi dénoncer des affectations qu'ils jugent arbitraires. Ils exigent aussi la satisfaction de plusieurs points de revendication. Le secrétaire général de la coordination régionale de l'Est, Moussa Ouedraogo, nous donne des détails sur les revendications. À l'appel de la coordination régionale du SINCHA, les militants SINCHA sont en arrêt de travail de 24 heures pour exiger 5 points de revendication. Le premier point, nous demandons purement et simplement l'annulation des affectations opérées par la coordination régionale de la santé les 7, 14 et 17 janvier sans l'implication du SINCHA. Nous jugeons ces affectations arbitraires. Et le second point, nous voulons que la direction régionale laisse prendre l'engagement plus jamais d'affectation sans l'implication de notre syndicat, tant au niveau de la région qu'au niveau des districts. Et le troisième point, nous demandons à ce qu'une solution soit trouvée immédiatement pour rendre le transfert de logements effectifs. Parce que depuis 2009, un décret est pris invitant les autorités à faire le transfert de compétences et de ressources aux collectivités. Malheureusement, à la santé, jusque-là, le transfert n'est pas effectif. Donc, nous demandons aux autorités à trouver une solution immédiatement pour que ces transferts soient effectifs pour le compte des logements des structures sanitaires afin de permettre les agents de santé de bénéficier de l'aide indemnité de logement. Le quatrième point, nous demandons à la direction régionale de mettre fin au mépris à l'égard de notre syndicat. Parce que depuis l'arrivée du DR en opinion Dr Soma Dieudonné, le mépris à l'égard de notre syndicat est très énorme. En témoignent les exclusions dans les instances de décision. Le dernier point, nous demandons le respect des libertés démocratiques et syndicales à l'égard de nos militants et militantes. Donc, voici résumé. Disons que c'est une grève d'avertissement de 24 heures. Et que si, à l'issue de cette grève, les autorités ne trouvent pas la solution aux problèmes qui les sont posés, nous allons depuis le temps et nous serons obligés de dire que nous ne voulons pas de telle manière de gouvernance dans notre région. Bien avant cette grève, c'est le Bureau national de SINCHA qui donnait le ton à travers une déclaration publiée ce mardi 19 février dans laquelle il donne au gouvernement jusqu'au 13 mars prochain pour rendre effectif le protocole entre les 2 parties. Une fois cette date passée, sans que rien ne soit fait, le SINCHA prévient que le gouvernement portera seul l'entière responsabilité de la détérioration du climat social dans les secteurs de la santé humaine et des ressources
ressources animales et halieutiques. La substance de la déclaration avec Idrissa Kombem. 2 ans après la signature du protocole d'accord avec le gouvernement, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale SINSA dit déplorer et dénonce avec la dernière énergie ce qu'il qualifie de manœuvre dilatoire du gouvernement pour ne pas respecter sa parole donnée. Selon le conseil de direction du syndicat, les différents points du protocole d'accord sont jusque-là non respectés par la partie gouvernementale. D'abord, le SINSA note qu'au titre des carrières, les projets de statut particulier et des répertoires interministériels des métiers de l'État RIM, élaborés au niveau de la santé humaine et animale depuis longtemps, dorment encore dans les tiroirs du gouvernement. Au niveau des rémunérations, le syndicat dirigé par Pissiamba Ouedraogo affirme que l'augmentation de 20% du salaire de base et l'octroi d'indemnités qui ont fait l'objet du protocole d'accord signé le 31 janvier 2018 entre les syndicats de la santé et le Premier ministre de l'époque ne sont pas effectifs. Outre ces points, le SINSA a par ailleurs dénoncé ce qu'il qualifie d'atteinte aux libertés démocratiques et syndicales. Il déplore à cet effet la persistance des intimidations et du mépris vis-à-vis du syndicat. Le syndicat en charge de la santé humaine et animale dénonce également un manque de transparence dans la gestion des services qui se traduit par la non-effectivité de la relecture des textes relatifs à la participation des travailleurs aux instances des districts. À cela s'ajoute la situation de leurs conditions de travail qu'ils jugent peu reluisantes, caractérisées par l'insuffisance et le mauvais état des services, le non-fonctionnement des services d'imagerie médicale, des ruptures intempestives de consommables et le manque de personnel. Le syndicat note par ailleurs que cette même réalité au niveau de la santé humaine touche le domaine de l'élevage qui reste jusque-là stigmatisé par l'insuffisance en personnel, en infrastructure et l'insuffisance en matériel de travail et de logistique roulant dans les zones d'élevage. En somme, pour le SINSA, le gouvernement reste insensible aux souffrances des populations. Face donc à cette situation, le syndicat dégage comme perspective une lutte dite vigoureuse et massive pour la mise en œuvre des engagements contenus dans les différents protocoles d'accord. Il appelle ainsi les travailleurs de la santé humaine et animale à suivre l'évolution de la situation et à se tenir prêts avec détermination et vigilance pour la poursuite de la lutte. Le chef de file de l'opposition politique a reçu ce mercredi à son siège le représentant des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Au menu des échanges, la question sécuritaire et les élections de 2020 au Burkina Faso. Une visite qui consiste à recueillir l'analyse de l'opposition politique sur ces 2 points. Tanga Thierry Zongo. Cette mission des Nations Unies au chef de file de l'opposition politique se veut une visite d'information et de solidarité à l'endroit du peuple burkinabé. Face à la crise sécuritaire que traverse le pays, l'institution internationale entend apporter sa contribution tout en recueillant les analyses des différents bords politiques. Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Les Nations Unies veulent voir comment les Nations Unies peut être utile en travaillant avec les autorités, le peuple burkinabé pour faire face à cette défi sécuritaire qui a créé dans les médias une crise humanitaire assez grande. Donc, en discutant ce problème, il faut avoir la perspective de toutes les tendances politiques ici au Burkina Faso. Autre volet de cette visite, les élections de 2020. L'année 2020 s'approche, sera une année des élections ici au Burkina Faso, mais également dans la région ouest-africaine. Donc, il est temps aussi de commencer des discussions, des échanges, voir quelles sont les préoccupations de l'opposition et voir comment, comme d'habitude, les Nations Unies peuvent rapprocher le point de vue, créer un consensus large autour des préparatifs pour les élections. Le chef de file de l'opposition politique a quant à lui salué cette mission et saisi l'occasion pour manifester son insatisfaction vis-à-vis du pouvoir en ce qui concerne la gestion de la crise sécuritaire. Zéphirin Diabré a aussi exigé des autorités que la justice soit faite sur les événements de Yirgou. Il a également manifesté son inquiétude quant à l'impact de la crise sécuritaire sur la tenue des élections à venir. Comment renforcer la participation des femmes et des jeunes dans l'animation des partis politiques et l'élaboration des politiques publiques au Burkina Faso? C'est la question qui fait l'objet d'un atelier de formation organisé
ce mercredi par l'Institut national démocratique pour les affaires internationales NDI à l'intention des organisations de la société civile. Le point avec Idrissa Kombem. Le Burkina a ratifié des conventions et dispose d'une politique nationale genre qui tient compte d'engagements internationaux auxquels il a souscrit. Malheureusement, ces engagements sont difficilement mis en œuvre sur le terrain selon l'Institut national démocratique pour les affaires internationales NDI. Et c'est pour permettre aux organisations de la société civile de mieux s'outiller afin d'interagir avec le Parlement dans le but de mieux faire prendre en compte la dimension du genre dans l'élaboration des lois et politiques publiques et leur mise en œuvre que se tient cet atelier selon la représentante du NDI, Augustine Traoré. L'effectivité des textes, lois et politiques se traduisent toujours difficilement dans la pratique. Fort de ce constat, le NDI a inscrit dans ce programme ce processus d'interaction entre les organisations de la société civile et le Parlement afin de mieux faire prendre en compte la dimension genre, aussi bien dans l'élaboration des lois et politiques que dans leur application. Il s'agit donc d'établir une collaboration entre la société civile et la législature pour faire avancer les questions liées aux droits des femmes et des jeunes. À l'issue de cet atelier, la représentante du NDI entend que les participants soient outillés de connaissances nécessaires pour mieux mener des plaidoyers à leur niveau auprès du législatif pour l'atteinte de cet objectif. Il s'agira pour vous, bénéficiaires de cette formation, de mieux comprendre le travail législatif, le processus d'élaboration des lois, d'enrichir vos connaissances sur les techniques et méthodes et outils d'analyse genre des lois et politiques, en vue de faire du suivi et des plaidoyers pour susciter des décisions législatives qui répondent aux besoins des groupes spécifiques, voire marginalisés. Cet atelier qui va s'étaler sur 2 jours se tient avec l'appui financier de l'Agence suédoise pour le développement international. Allons au tribunal militaire où se poursuit le procès du putsch de septembre 2015. 2 généraux étaient à la barre ce 20 février pour leur témoignage. Il s'agit de Honoré Nabéré Traoré et de Oumarou Sadou. Découvrons l'essentiel de leur audition avec Danouma Ismaël Traoré. Le général de division Honoré Nabéré Traoré et le général de brigade Oumarou Sadou étaient les 2 témoins entendus ce mercredi par le tribunal militaire. Tous anciens chefs d'état-major général des armées, ces 2 officiers généraux ne se sont pas fondamentalement opposés au général Gilbert Diendéré. Les points de désaccord restent l'opposition ferme de la hiérarchie et l'invite à renoncer au projet de coup de force depuis le 16 septembre, ainsi que les allées et venues du général Diendéré et du colonel-major Bourema Kéré au camp Nabakom 2 et au ministère de la Défense. Pour le général de brigade Honoré Nabéré Traoré, à la rencontre du 16 septembre, le général Diendéré a pris la parole pour expliquer que les éléments du régiment de sécurité présidentielle RSP ont décidé de mettre un coup d'arrêt à la transition, remettre le pouvoir à l'armée et repartir sur de nouvelles bases. L'argument avancé selon lui au cours de la réunion, c'était l'exclusion d'un certain nombre d'hommes politiques du jeu électoral, la dissolution du RSP et la nomination du premier ministre Yacouba Isaac Zida au grade de général de division, faisant selon lui un triple saut de 13 ans. Par la suite, poursuit-il, une proposition de la hiérarchie militaire est faite contenant 3 points, à savoir la libération des autorités, la mise en place d'une commission pour résoudre la question et un communiqué pour assurer les populations. L'officier général explique que le général Diendéré et le colonel-major Bourema Kéré sont repartis au camp pour faire le point aux hommes avant de revenir affirmer que les hommes ne sont pas d'accord. Mieux, il ajoute que le général a même dit que les hommes voulaient mettre en place un organe politique et avait une déclaration. Cet épisode est contesté par les 2 accusés qui maintiennent qu'ils ne sont partis au camp que pour préparer la venue de la délégation. Le général de brigade Honoré Nabéré Traoré fait toutefois une déclaration qui satisfait le général Diendéré et les avocats de la défense. En effet, c'est à la question du parquet militaire de savoir qui a dirigé la rencontre du 17 septembre qu'il soutient que c'est bien le général de brigade Gilbert Diendéré qui l'a dirigé. Il prend ainsi le contre-pied des colonels-majors Palais et Béréoudougou qui affirmaient que cette rencontre avait été dirigée par le général Peng-Noma Zagré, chef d'état-major général des armées. Son explication concorde avec celui de l'accusé puisqu'il soutient que lorsque le général Diendéré est arrivé, le général Zagré a voulu lui céder la place et celui-ci a refusé dans un premier temps
avant de l'accepter sur insistance du général Zagré. À la question de Maître Prosper Farama, avocat de la défense, de savoir pourquoi le chef d'état-major général des armées lui cède sa place alors qu'il est un subordonné, le témoin signifie qu'il ne l'a fait que par courtoisie. Lorsque l'avocat répondit en lui demandant pourquoi le général Diendéré n'a pas pu être mis aux arrêts, le général Traoré explique que leur refus de l'accompagner suffisait déjà et qu'en plus aucun texte ne leur permettait de l'arrêter. Sur ce propos, Maître Prosper Farama dit comprendre à présent pourquoi le général Gilbert Diendéré affirme que la hiérarchie avait une position ambivalente. Il ajoute qu'il a le sentiment qu'il y avait une sorte d'entente entre la hiérarchie et le général Diendéré dans le but de le laisser faire et se contenter de dire qu'on n'est pas d'accord. Autre élément ressorti en cette journée d'audience, le général Traoré semble n'avoir toujours pas dirigé l'épisode d'octobre 2014 où il a été détrôné par le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida après s'être proclamé président du Faso au nom de l'armée burkinabé. Selon lui, ce fut le point de départ de toutes les difficultés de l'armée burkinabé et qui a abouti aux événements de septembre 2015. L'officier général souligne par ailleurs que c'est cette chien-lit qui s'est affirmée par la suite avec la descente des autres garnisons sans l'accord de la hiérarchie. Pour le général Gilbert Diendéré, le témoin sur la majeure partie des points rejoint ce qu'il affirme depuis. Il a tenu à remercier le général Traoré pour la sincérité de son témoignage. Avec le général Oumarou Sadou, le cerveau présumé du putsch dit n'avoir rien à ajouter après sa déposition. L'audition des témoins se poursuit vendredi au tribunal militaire avec le général Oumarou Sadou à la barre. Page internationale à présent en Côte d'Ivoire. La coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs de Côte d'Ivoire et le collectif des enseignants-chercheurs entendent tenir ce jeudi à Abidjan une marche dite silencieuse. Ces syndicats protestent contre l'arrestation de 2 enseignants accusés de troubles à l'ordre public le lundi dernier. Aussi, ces enseignants issus de l'université Félix Houphouët-Boigny annoncent maintenir leur mot d'ordre de grève débuté depuis le 4 février dernier et ce jusqu'à la libération de leurs camarades. Au Ghana, l'ex-président John Mahama a été assigné en justice le vendredi 15 février dernier par Stéphane Ayman, un homme d'affaires ghanéen. Cette plainte fait suite à l'annonce de ce dernier de sa candidature à l'élection primaire présidentielle du parti d'opposition National Democratic Congress NDC prévue pour ce 23 février prochain. Selon le plaignant, la décision de l'ancien président du pays de se porter candidat du NDC pour la présidentielle de 2020 viole la constitution ghanéenne. Stéphane Ayman a ainsi demandé au tribunal de statuer que John Mahama ne peut prétendre être candidat à la réélection de président de la République. Pendant ce temps, en Ouganda, dans une résolution adoptée à l'unanimité et rendue publique ce mercredi 20 février, le mouvement de la résistance nationale, parti au pouvoir, a appelé le président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986 à briguer un 6e mandat afin d'éliminer les freins de la transformation du pays. L'annonce du parti au pouvoir fait suite à une réforme constitutionnelle controversée et contestée venue supprimer fin 2017 la limite d'âge de 75 ans pour pouvoir être élu président. Cette page internationale met fin à cette édition du journal sur Radio Liberté. Tiona Sonogo était à la technique. Excellente suite d'écoute des programmes de la Voix citoyenne.